Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le ministre de l'Intérieur est en tournée de prise de contact à la préfecture de Tadjoura. Et enfin, dans l'actualité internationale, le cas d'infection dépasse les 5,3 millions de cas dus au Covid-19 selon le CDC d'Afrique. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Et je vous disais dans le titre, le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan, s'est rendu dans la région de Tadjoura dans le cadre de la tournée de prise de contact. Accueilli à son arrivée par le préfet de la région, M. Hassan Dabal Ahmed, et du président du conseil régional, Omar Hussein Omar. Rappelons que la délégation conduite par le ministre de l'Intérieur s'est entretenu d'abord avec les autorités civiles et militaires de la région dans la salle de réunion de la préfecture avant d'effectuer une visite guidée dans les différents services techniques de la préfecture. Dernier lieu, le ministre de l'Intérieur, sa délégation, une réunion avec les principaux représentants de la société civile avec lesquels ils ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun. Le ministre de l'Intérieur a fait que le point d'état d'avancement des doléances soumis auparavant à son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Le ministre a pu visiter les unes après les autres les différents services techniques de la préfecture de Tadjoura. Écoutons à présent le ministre après la tournée de prise de contact avec à la préfecture de Tadjoura. Je suis très content de l'accueil qui m'a été réservé ce matin à Tadjoura. Ceci était dans le cadre de ma prise de contact dans les différentes régions du pays. Et j'ai commencé ce matin par Tadjoura. Nous avons rencontré donc tous les 4 sous-préfectures de la région de Tadjoura étaient présentes. Il y avait les autorités coutumières, les services déconcentrés, donc les autorités civiles. Et il y avait également aussi l'ensemble des OCAL des sous-préfectures. Je suis nouveau, mais il y a le principe de la continuité de l'État. Un certain nombre d'engagements ont été pris par le gouvernement, notamment par le président de la République, son Excellence M. Omar Guelleh, lors de sa tournée dans les régions. En même temps, nous avons profité pour faire un état des lieux de l'avancée de ces doléances. Dieu merci, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. L'ensemble des personnes sont plus ou moins été satisfaits. Attendent également aussi à ce qu'on finalise les parties qui restent. Je remercie également donc le préfet de la région, le président du conseil régional, et pour avoir donc organisé cette rencontre qui était importante. Je remercie également à l'occasion l'ensemble de la population de Tadjoura qui est sorti en masse pour pouvoir m'accueillir pour cette première visite. Retour à Djibouti où la ministre de la Ville et de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Amina Abdi Aden, lors d'une déclaration faite à la presse nationale, évoquait les points saillants qui ont été retenus lors de la réunion d'hier avec le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, présidé. Voici une première partie. Oui, comme vous l'avez souligné, le président avait donc convoqué hier plusieurs ministres qui ont de plus ou de près concernés par les problématiques de la ville. Il a voulu une fois de plus réaffirmer son engagement et sa volonté de transformer la ville de Djibouti. Et la ville de Djibouti doit être transformée d'abord pour ses habitants, pour que les gens puissent vivre dans des conditions plus décentes. Partant de là, hier, la question donc de la problématique de la ville a été abordée dans la généralité, dans la globalité.
Il s'agissait de voir quels sont les problèmes qui concernent les différents départements ministériels qui doivent être résolus très rapidement et pour lesquels un plan d'action doit être fait. À partir de là, il a été essentiellement discuté 2 points qui sont, aux yeux du président de la République, importants. Le premier point concerne donc les questions d'assainissement des eaux usées dans la commune de Balbala. Comme vous le savez, quand il s'agit de faire des infrastructures routières, souvent les problèmes des eaux usées se posent donc pour les familles qui ne savent pas comment donc, évacuer ces eaux-là. Souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'à Balbala, les gens ne creusent pas suffisamment et dans les règles de l'art, la réalisation donc, des fosses septiques, et que la nature du terrain fait que les gens ne font que des petits puits et ça engendre beaucoup donc rapidement que ces fosses-là se remplissent et une fois que c'est rempli, le trop-plein se déverse sur la voie. La première donc, solution qui a été discutée, c'est de mettre à disposition de ces familles des moyens techniques pour réaliser les fosses septiques dans les règles de l'art. Pour ce cadre, le gouvernement donc, va se charger d'acquérir ce matériel qui va être mis à la disposition des communes de Balbala et des sous-préfectures, des 2 sous-préfectures donc, du 4e et 5e arrondissement, et qui vont aider les familles à réaliser les fosses selon les règles de l'art, donc avec les profondeurs qui sont nécessaires. Ce qu'on attend du côté de la population, c'est que cette population s'organise. L'État va les aider, mais qu'eux aussi s'organisent en coopérative et qu'il identifie quels sont les besoins, quelles sont les familles qui sont volontaires pour réaliser, déjà les familles qui ont des problèmes de fosses, et comment elles se proposent de réaliser donc, les fosses dans les règles de l'art. Ça, c'est vraiment la question qui a été discutée. Pour la commune de Blaous aussi, les problèmes ont été discutés, mais ça va être traité autrement et l'équipe est chargée de réfléchir sur aussi comment trouver des solutions adaptées pour la commune de Blaous, parce que la nature du terrain n'est pas la même. Eh bien, toujours dans son élan, la ministre Amina Abdiaden a poursuivi sa déclaration tout en mettant en exergue les actions communes qui seront entreprises dorénavant. Le deuxième point qui a été discuté, c'est le point qui est relatif aux équipements, donc aux routes. Quand une famille veut se brancher sur le réseau d'eau potable ou que l'EDD veut alimenter en électricité une famille, c'est que souvent, c'est les routes qui sont cassées et des tranchées qui sont creusées et ça détériore toutes les infrastructures routières. Donc, comment remédier à ça en coopérant mieux, en réalisant donc ce qu'on appelle des réservations foncières et comment prévenir que les routes qui sont faites, comme vous avez vu, il y a plusieurs routes qui sont en cours de réalisation à Balbala, donc des routes principales, et il se trouve que demain, quand cette route sera finie, des gens vont venir pour demander un abonnement à l'ONEAD. L'ONEAD sera obligé de casser. Donc comment éviter et mettre en place les solutions en amont et pour que ces problèmes-là ne se produisent pas. Donc ça, c'est essentiellement ce qui a été discuté, mais de manière générale, c'est comment améliorer les conditions de vie. Et en améliorant les conditions de vie, on améliore aussi la santé. Parce que, quand vous savez, quand il y a des eaux usées ou des eaux grises, que les familles, quand elles utilisent des eaux pour laver leur linge ou leur autre chose, elles déversent sur la voie publique, elles ne font pas attention à ce que ça induit comme problème, mais ça induit des problèmes de paludisme, parce qu'il y a des gîtes larvaires donc, de moustiques qui se forment et ça induit des problèmes sanitaires. Donc comment remédier à ça? Ça, c'est les premiers pas donc, de ce que nous nous proposons de faire et c'est le ministère en charge de l'urbanisme qui est chargé de coordonner l'action des différents départements ministériels pour trouver des solutions pour l'ensemble de la ville. Balbala a été pris hier comme point de départ, mais il y aura le même travail qui va se faire avec les différents départements ministériels qui ont en charge donc, les réseaux et l'entretien donc, de différentes infrastructures publiques pour trouver des solutions pour que la ville, aujourd'hui, soit une ville décente. Maintenant, qu'est-ce qui se pose comme aussi autre question? C'est que comment la population doit participer à cet effort et à cet engagement. C'est vrai que l'État tout seul ne pourra rien faire. Si la population ne fait pas sa part du travail et ne collabore pas de manière vraiment active, nous n'aurons pas les résultats que nous devons avoir.
Donc j'invite la population à ce qu'elle soit citoyenne, à ce qu'elle participe à cet effort de gouvernement. Ce sont des financements importants qui sont engagés, ce sont des efforts importants qui sont mis en place. Il faut que la population prenne sa part de responsabilité et change de comportement. Comme je le disais hier en sortant de la réunion, ma première réaction, c'est de dire comment sortir de cette situation. Il y a une autre problématique qui me semble importante et qui est aussi de la compétence de notre département, c'est comment maîtriser cette urbanisation galopante. Vous avez des gens qui s'installent n'importe comment, n'importe quand, et ça, il faut que ce soit mis, il faut qu'il soit mis un terme. Et pour mettre un terme à cette question, nous avons une part de responsabilité, nous devons mettre en place des mesures, mais il faut que la population sache que ce sont les règles qui gouvernent un pays et que tout le monde doit être soumis à ces règles-là. C'est vrai qu'il y a des responsabilités qui incombent à l'État, c'est de trouver à chaque citoyen un logement et une parcelle. Mais si les gens ne se conforment pas au système qui est mis en place et que chacun dit « je fais ce que je veux, où je veux », on ne s'en sort pas. Donc nous, on a un travail important à faire, mais la part de la population, et là j'engage la population, on ira aussi vers la population pour discuter avec elle. Il faut que ce soit les règles qui soient mises en premier et que les règlements qui sont adoptés, qui sont validés, soient donc acceptés par tous. Acceptés parce qu'il faut que ce soit volontaire dans un premier temps. Si ce n'est pas volontaire, on viendra avec les applications qui sont prévues par la loi. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, qui s'est rendu à l'hôpital Cheikho de Balbala dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les structures sanitaires de référence du pays. Le ministre de la Santé a été accueilli par le directeur général et l'ensemble du personnel de l'hôpital. Ainsi, le ministre de la Santé a constaté de visu le rôle crucial que joue cette structure en drainant un nombre quotidien important des usagers issus de la commune de Balbala, le plus peuplé de la capitale. L'hôpital Cheikho est appelé à augmenter la capacité et la qualité dans l'accueil et dans la prise en charge médicale afin de répondre à la demande croissante en soins spécialisés des Djiboutiens. Au cours de sa visite, le ministre de la Santé a aussi discuté avec les personnels de l'hôpital Cheikho pour écouter les difficultés rencontrées, entendre leurs suggestions. Eh bien, durant cette visite, dans son allocution, le ministre a réitéré son soutien et son engagement pour élever la qualité des prestations des services offerts dans le deuxième plus grand hôpital. Ainsi, le ministre a visité les unes après les autres les services de l'hôpital Cheikho et entendre les explications des principaux responsables. Le ministre a rappelé que nous allons redorer le blason de cette institution hospitalière et élargir les compétences pour atteindre une performance optimale, a-t-il affirmé à ses interlocuteurs. La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, a reçu ce matin dans la salle de réunion du ministère les représentants des ONG arabes résidant à Djibouti. Ces ONG étaient composées de l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane, de l'Organisation internationale du secours islamique, du Comité africain des secours Ar-Rahma, l'Association pour l'accès humanitaire pour le partenariat et le développement et l'Association Sanabil, et enfin l'Association Al-Dawa. Les partenaires ont d'abord félicité la ministre pour sa nomination à la tête de ce département ministériel et lui ont également souhaité plein de succès dans toutes ses entreprises futures. Au cours de cette première rencontre, les ONG du monde arabe et les ministres ont échangé sur les domaines clés d'intervention du ministère, à savoir l'autonomisation des femmes, la cohésion des bien-être des familles djiboutiennes, la protection de l'enfant, ainsi que les voies et moyens de renforcer le partenariat et leurs institutions respectives. À l'issue des discussions, la ministre de la Femme et de la Famille et les ONG du monde arabe à Djibouti ont réitéré leur engagement à consolider et ainsi renforcer davantage leur collaboration.
tout à fait autre chose. Le Palais du Peuple a abrité un atelier d'élaboration du cadre de planification stratégique organisé par le ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale. Cet atelier, présidé par le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Ismaël Ibrahim Roble, a vu la participation du secrétaire général du ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, M. Abdallah Ali Mohamed, de la directrice générale de la CNSS, Mme Derra Ahmed Roble, du directeur général de l'UNAP, Sharmak Idriss Ali, du directeur général de l'ANEFIP, Mahmoud Omar Guelleh, de l'inspecteur général du travail, des lois sociales, M. Abdi Farah Idlé, et les cadres experts nationaux des différentes institutions. Écoutons à présent le ministre. Démarche d'élaboration du cadre de planification stratégique conformément à la vision commune du Plan national de développement Djibouti ici et sur la base de l'ancrage institutionnel de la politique nationale de l'emploi 2014-2024 et du plan d'action opérationnel quinquennal 2021-2024 élaboré lors du Forum national sur l'emploi tenu en février consistera à repenser l'étendue des activités de nos administrations de travail, accompagner la transformation de la politique nationale de l'emploi en s'appuyant notamment sur le numérique et permettre sa mise en œuvre par tous les acteurs de notre ministère. Renforcer le pilotage de la politique de l'emploi à travers une meilleure coordination de l'action des services de l'emploi et une mutualisation accrue des ressources et des compétences. Élaborer une nouvelle architecture organisationnelle appropriée, facilitant la réalisation des objectifs du ministère dans toutes ses composantes. Élaborer un plan biannuel d'action cohérent et complet. Sans aucun doute, on y trouvera aussi dans ce document cadre à la fois une vision engageante du rôle du ministère et ses grandes orientations dans les prochaines années. Ces orientations viennent préciser la contribution du ministère à la vision et aux priorités d'action que le gouvernement s'est données. Direction la Turquie, où le ministre du Commerce et du Tourisme a reçu le directeur de l'agence turque Coopération internationale dans son bureau. L'accent a mis sur l'importance de consolider conjointement les relations entre les deux ministères. Et en outre, la discussion portait entre autres sur le développement du tourisme et l'artisanat. Le TICA s'est engagé à accompagner nos artisans dans les filières et la poterie sur les e-commerce pour accroître leur valeur ajoutée et ainsi accompagner nos actions pour développer. Au Maroc, cette fois-ci, où le ministre des Infrastructures et l'équipement, M. Hassan Mohamed Ibrahim, a pris part à la 26e Assemblée générale de l'Organisation arabe de l'aviation. Les discussions lors de cette 26e Assemblée générale ont porté entre autres sur les rapports des activités, les recommandations techniques émises et sur le plan régional et l'élection des pays membres au siège du comité exécutif. Ainsi, en marge des travaux, l'Assemblée a rappelé que lors de cet entretien, les deux ministres ont échangé sur les voies et moyens permettant de renforcer la coopération technique dans le domaine du transport aérien. Retour à Djibouti ou après Kempinski, ou plutôt le ministre délégué chargé de la décentralisation, Qassim Haroun Ali, a reçu hier dans son cabinet la visite de l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti auprès de l'UGAD, M. Aïdan Ouhara, dans le cadre d'une prise de contact. Au cours de cette rencontre, et après avoir souligné que la décentralisation constitue le point phare du programme du gouvernement initié par le chef de l'État, le ministre n'a pas manqué de souligner les relations de partenariat privilégiées qui existent entre la République de Djibouti et l'Union européenne dans le domaine de la décentralisation, comme en témoigne le programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales. De son côté, l'ambassadeur de l'Union européenne a félicité le ministre pour sa nomination à la tête du département chargé de la décentralisation et a réitéré le soutien de l'Union européenne dans la mise en œuvre de la politique de décentralisation à Djibouti. Eh bien, après la première conférence sur la promotion des exportations des bétails qui s'est ouverte hier au Kempinski Palace, cette délégation s'est rendue au Doralé Multipurpose, connu dans son acronyme le DMP, afin d'effectuer une visite guidée du port de bétail, deuxième étape des visites de cette délégation éthiopienne. Le DMP, avec ses ports de bétail,
ajouter une corde de plus à un arc. Ce joyau comporte également les différentes structures adaptées à l'exploitation des ovins, des bovins, des caprins et des chameaux. La délégation s'est intéressée sans se ménager de la présentation des prouesses opérationnelles. Eh bien, la directrice commerciale, Mme Habon Abdulrahman Cher, a rappelé que la capacité d'exportation de ce nouveau terminal de 2,5 millions de bétail par an, sachant que la superficie de la première phase est de 27 mètres carrés. Au parc à bétail de DMP, nous avons accueilli la délégation éthiopienne, les différents ministères intervenant dans la chaîne de valeur de l'exportation de bétail, à savoir le ministère du Commerce, le ministère de l'Agriculture, la Chambre de commerce de Djibouti et toute la délégation éthiopienne composée aussi de la Chambre de commerce éthiopienne, le ministère du Commerce éthiopien, le ministère de l'Agriculture éthiopien. Dans la suite des discussions qui ont été entamées hier au niveau du forum, et ce matin, nous les avons accueillis à DMP pour pouvoir mettre en place un plan de travail qui pourrait éventuellement régler toutes les questions, tous les challenges que rencontrent les exportateurs éthiopiens dans cette filière. Donc après avoir eu justement de très bonnes discussions au niveau de DMP, nous leur avons aussi exposé au niveau du site. Et ils se sont rendus compte de l'installation qui a été investie à DMP de manière très rapide pour pouvoir répondre justement aux besoins des exportations éthiopiennes. Ce matin, donc, un plan d'action a été mis en place. Un comité ad hoc a été aussi mis en place en collaboration avec les deux parties. Et le travail débutera à partir de maintenant. Et nous espérons que d'ici peut-être le mois prochain, nous pourrons accueillir les premiers bétails à DMP. Et enfin, dans la page nécrologie, nous avons appris avec immense tristesse le décès de feu Abdillahi Aden Areye, survenu hier à l'hôpital Cheikho de Balbala, commerçant de la place. Le défunt est décédé à l'âge de 61 ans, de suite d'une longue maladie. Feu Abdillahi Aden Areye était l'oncle maternel de notre collègue Mohamed Omar Hassan du service informatique de la radio. Le regretté laisse derrière lui une veuve et 2 garçons et une fille. La direction de l'ensemble du personnel de la radio-télévision Djibouti adresse leurs condoléances les plus attristées à la famille du défunt et à notre collègue Mohamed Omar Hassan du service informatique de la radio. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, le nombre de cas confirmés d'infection du nouveau Covid-19 en Afrique a atteint le 5 millions. Hier, annoncé le Centre africain de contrôle des préventions des maladies. L'agence sanitaire de l'Union africaine, qui compte près de 55 membres, a déclaré que le nombre de morts dus au Covid-19 s'élevait à 145 000, tandis que 4 800 000 patients à travers le continent se sont rétablis de la maladie. Samedi, l'Afrique du Sud est devenue le premier pays africain à franchir la barre de 2 millions de cas confirmés, ayant enregistré le nombre d'infections au nouveau coronavirus. Eh bien, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.